Cette communication va se proposer d'interroger quelques notions utilisées dans le cadre de l'étude de la colonisation dite moderne, à savoir l'expansion européenne au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Je vais être un peu en décalage par rapport évidemment à la plupart des communications, mais j'ai l'habitude du décalage, c'est ma raison d'être. Donc ces notions sont celles notamment d'échange, de modèles, de transfert et d'acculturation qu'on utilise dans l'étude des empires et qu'on peut réutiliser donc dans le cadre de ces rencontres. Le sous-titre de l'ouvrage de Geoffrey Parker était « Military Innovation and the Rise of the West ». La formulation est intéressante dans la mesure où elle reprend la perspective couramment admise de la domination européenne sur les mondes extra-européens et sous-entend donc que la clé de cette domination, c'est la supériorité militaire en matière d'armement, de tactique et de logistique. Pourtant, les exemples qu'il va proposer dans le chapitre qui traite des empires extra-européens, essentiellement d'ailleurs des exemples asiatiques, ottomans, chinois, indiens, développent un point de vue un peu plus complexe que cette perspective unilatérale. Si le modèle de la confrontation reste le choc de l'Empire ottoman et d'un Occident, d'ailleurs bien hypothétique, cette notion d'Occident, car au sein de cet ensemble recomposé qu'on appelle Occident, les facteurs de diversité, surtout à cette époque, l'emportent très nettement sur les facteurs d'unité, mais bon, on ne va pas développer, c'est une autre question. Les autres exemples qu'il propose, l'Inde en particulier, offrent des configurations diverses. La réappropriation par les non-européens de pratiques et de techniques venues d'Europe, et inversement, la mobilité de savoir et de pratiques qui, en se délocalisant, acquièrent le statut de modèle, ce qui interroge leur universalité ou leur universalisation, modèle qui reconfigure d'ailleurs les pouvoirs indigènes sur le plan culturel et sur le plan politique. Enfin, le rôle particulier des vecteurs de ces modèles par rapport tant à leur milieu d'origine que par rapport à leur milieu d'accueil. Alors, j'ai choisi pour la communication d'aujourd'hui, donc, alors que je me suis beaucoup intéressé évidemment à l'Amérique, je suis plutôt déporté vers une étude de cas qui est ailleurs, qui est la Cochinchine, qui m'a paru intéressante. Alors, il va de soi, je ne prétends pas du tout être spécialiste quelconque de l'Indochine ou de l'Asie du Sud-Est. Il y a des historiens qui sont spécialisés dans la question que dans ma communication écrite, je donnerai en référence, ça va de soi. Ça renvoie aussi à des problèmes historiographiques qui sont assez complexes. Et si ça vous intéresse, si j'ai réussi à vous intéresser, on pourra en parler un peu dans le débat, mais pour l'instant, si vous voulez, je renvoie ça un petit peu, les références à la partie écrite. Alors, je suis quand même obligé de donner quelques éléments du contexte dans lequel la communication se place. Depuis les années 1770, ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le Vietnam, donc les trois royaumes, les trois Qui, la Cochinchine au sud, l'Annam au centre et le Tonkin au nord, est déchiré par une profonde guerre civile. La guerre civile a été déclenchée, c'est complexe, par un mouvement, une rébellion populaire qui s'appelle la rébellion des Taïson, qui est en elle-même un problème historiographique, et cette rébellion a décimé la famille régnante, a exterminé pratiquement toute la dynastie précédente, qui était la dynastie des Hanlé, à l'exception d'un seul survivant, qui est tout à fait important, qui s'appelle Nguyen Han. Alors ce prince Nguyen Han va se réfugier dans la concession catholique, missionnaire, où on va trouver à la tête de cette concession un personnage. La concession, c'est Atienne, qui est près de Saigon. Et à la tête de la concession, il y a un personnage qui est absolument haut en couleur, qui s'appelle Monseigneur Pignot de Behaine, et qui joue un rôle clé dans cette histoire. Donc Pignot de Behaine, qui recueille Nguyen Han, va obtenir une audience à la cour de Versailles en 1787, et il va emmener avec lui le prince Khan, le fils de Nguyen, et
il va proposer donc une alliance qui est, en contrepartie de l'aide militaire apportée à Nguyen, eh bien, la France obtiendrait la concession du port de Turan, qui est l'avant-port de Hue, la grande ville vietnamienne, et en même temps de l'îlot de Pulo Condor, qui est tristement célèbre dans l'histoire coloniale, puisque ça va devenir le plus grand bagne de l'empire colonial français par la suite, mais qui à l'époque est un îlot absolument stratégique sur les routes commerciales. Donc, ça se passe très bien, cette entrevue, mais par la suite, la France ne peut pas honorer ses promesses. On est en 1787, en pleine crise financière, et puis surtout, les orientations politiques vont changer. Celui qui a reçu une Nguyen Han, Pignot, c'était le marquis de Castres, qui avait une vision à la fois réformatrice et impériale de la France, et il est remplacé par un conservateur, le marquis de la Luzerne, qui lui a une toute autre perspective et qui va envoyer des instructions à son plénipotentiaire à Pondichéry, qui est un peu l'observatoire de toute l'Asie, le comte de Conway, et ces instructions sont très clairement, de ne pas honorer les promesses qui ont été prises auprès de Nguyen. Donc, ce dernier songe à se tourner vers d'autres puissances étrangères de la région, les Portugais qui sont à Macao, les Anglais, bien sûr, qui sont dans le Bengale, hein, dans la compagnie anglaise. Et pour éviter cette réorientation stratégique, Pignot va se transformer de missionnaire en entrepreneur militaire, et l'initiative privée va prendre le relais de la puissance publique dans l'entreprise d'aide militaire à Nguyen Han. Monseigneur Pignot de Béhaine donc va lever lui-même les volontaires, va armer une petite flottille dont je reparlerai, et il va se financer auprès des négociants de Pondichéry et de l'Île-de-France. L'Île-de-France est l'île Maurice actuelle, donc à Port-Louis, qui est aussi une place importante. Et c'est avec ce corps expéditionnaire donc, que Nguyen Han va entreprendre la reconquête de son pays et va la réussir. Alors, le corps expéditionnaire compte 14 officiers, 80 hommes de 1789 à 1792. Puis des tensions se produisent entre Nguyen Han et les volontaires, donc beaucoup d'entre eux reviennent, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et en 1799, il reste 13 Français, dont 4 officiers. Les plus marquants, ceux qui vont rester à ce moment-là auprès de Nguyen Han et de Pignot, sont les 4 personnages que j'ai pris. Au départ, j'avais annoncé Jean-Marie Daillot, qui est l'un des 4, et puis depuis, j'ai trouvé quand même, il y a eu pas mal de monographies, j'ai été extrêmement intéressé donc, par le fait que maintenant, j'ai à peu près les 4 personnages qui jouent un rôle important, donc c'est pourquoi ça s'est transformé de Jean-Marie Daillot en 4 personnages que je vais présenter. Jean-Marie Daillot, Olivier de Puymanel, Philippe Vanier et Jean-Baptiste Chéniaud, que vous voyez représenté ici, et dont je ferai un commentaire de ce portrait qui est intéressant, justement, pour notre propos. Alors, ce sont eux que j'ai appelés les courtiers de la Révolution militaire, en insistant par là sur leur rôle d'intermédiaire culturel. Je reprends le terme à Jean Bouthier, qu'il avait utilisé dans d'autres circonstances pour la Révolution française. Ce sont les vecteurs d'un modèle militaire transposé en aname, sur une pratique particulière de l'échange, à l'interface du commerce et de la guerre, et sur les signes d'acculturation spécifiques dont ils portent témoignage, par leur statut, par leur intimité, par leur mémoire, par leur physique même, puisque vous voyez que Jean-Baptiste Chéniaud, dans son costume lui-même, porte la marque de l'acculturation qui est tout à fait intéressante. Alors Jean-Baptiste Chéniaud, donc il est jeune, il est né le 6 août 1769 à Lorient. Son père était très impliqué dans la compagnie, évidemment à Lorient, la compagnie des Indes. Il était capitaine de vaisseau, doyen des capitaines de vaisseau de la compagnie des Indes. Chéniaud a commencé de naviguer très jeune, il fait plusieurs voyages de circumnavigation, notamment qui l'amène dans l'océan Indien, à l'Île-de-France, à Pondichéry.
Et finalement, c'est en 1794, dans une escale à Macao, qu'il va rencontrer donc Monseigneur, enfin les missions chrétiennes, pardon, pas Monseigneur Pignot, Monseigneur de la Bissachère, peu importe, et qui va gagner la Cochinchine pour s'engager au service de Nguyen Han. Alors c'est par les missions étrangères qu'il a été informé de ce qui se passait en Cochinchine et qu'il a donc pris sa décision de s'engager. Il arrive à Saïgon en avril 1794 et il va proposer ses compétences dans la marine. Alors il cherche des armes à Macao, il revient en Cochinchine et puis il va recevoir là un brevet de commandement avec un titre dans la noblesse annamite, j'en reparlerai tout à l'heure. Il commande un verseau de 32 canons, longue feu, c'est-à-dire le dragon volant, et il va prendre part à la grande bataille navale qui écrase la flotte des Taïsam et qui permet à Nguyen Han de reprendre le pouvoir définitivement sous le nom, il transforme donc le Vietnam, il l'unifie en un empire et il prend le nom de Gia Long, qui est un personnage tout à fait important dans l'histoire vietnamienne. Alors évidemment, Chéniaud a joué un rôle fondamental dans cet épisode, comme je le disais, l'épisode du blocus, je passe. Après la prise donc de Hue en 1802, c'est Chéniaud qui va ramener la reine-mère de l'ancienne capitale de Nguyen, Saïgon, à Hue, la nouvelle capitale. Et Nguyen Han, lui, prend donc le titre d'empereur au même moment. Donc, vous voyez, la symbolique de promotion. Le deuxième personnage, c'est Jean-Marie Daillot, peut-être aussi un Breton. Il est né le 26 juillet 1760 à Redon, fils du sénéchal du comte de Rieux, notaire royal, maître des postes de Redon. Son implication dans les milieux de la Compagnie des Indes est très forte également. Son parrain, Jean-Baptiste Daillot, a été chirurgien-major de la Compagnie des Indes, professeur de chirurgie au Collège royal de médecine de Rennes. Donc lui, comme Chéniaud, il s'engage très jeune comme volontaire dans la marine de la Compagnie des Indes. Il séjourne à l'Île-de-France, à Pondichéry, et là, en 1789, il rencontre à Pondichéry Monseigneur Pignot, de nouveau, le pivot de toute cette affaire. Il est par ailleurs apparenté de façon lointaine au charpentier de Cossigny. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais les charpentiers de Cossigny, ce sont les adversaires de Conway. Conway, qui avait reçu ses instructions démobilisatrices. Au contraire, Charpentier de Cossigny, c'est quelqu'un qui est très opposé à l'orientation de la luzerne et qui a la figure d'un patriote et qui, lui, est au contraire pour une application beaucoup plus forte de la France dans les affaires de l'Asie, mais je passe. Alors Pignot va lui confier la charge d'organiser la flotte de Nguyen Han. Il organise celle-ci à l'européenne, j'en parlerai tout à l'heure. Il devient également mandarin sous le nom de Dong Ngui. Et il a des titres, etc., etc. Mais il se heurte à la cour à une autre faction de mandarins traditionnalistes qui sont très opposés à la présence des Européens. Lorsque son vaisseau est endommagé par un typhon, les mandarins donc, le font arrêter et mettre à la cangue. La cangue, vous voyez, c'est un supplice qui n'est pas très agréable, hein, comme tous les supplices évidemment, mais celui-là, ça consistait à être suspendu à un cadre de bois pendant plusieurs jours par le cou, par les bras. Enfin bon, c'est quelque chose qui est assez éprouvant. Donc ça l'a effectivement éprouvé et il va partir par la suite. Alors Nguyen revient et le fait libérer, mais quelque part il a un peu peur évidemment des conséquences. Donc il va partir pour Manille. Là c'est tout à fait intéressant parce qu'avec son frère Félix Daillot, il va commencer par faire des relevés des cartes. Et voilà, les cartes des côtes de la Cochinchine. Il faut savoir que Félix Daillot, par la suite également, il y a une véritable compétence cartographique. C'est pas étonnant, hein, on en a déjà parlé. C'est au cœur également de ces transferts militaires de l'époque. Félix Daillot va par la suite lever les cartes des côtes pour le compte du roi d'Espagne. Il épouse
une fille de la bonne société créole de Manille. Il est anobli par le roi d'Espagne Charles IV et il va relever les premières côtes de la Californie, hein, par la suite, qui à ce moment-là est évidemment dans l'Empire espagnol. Donc il y a un véritable... Mais je passe, puisque finalement je peux qu'évoquer cet épisode. Alors en 1804, Dayo va revenir à Saigon et il va proposer à Jialong de se mettre à son service comme intermédiaire commercial, d'une part, et d'autre part, il va rencontrer à Macao Félix Renoir de Sainte-Croix, un capitaine de vaisseau, et il va lui confier son lot de cartes, l'Atlas de Cochinchine, pour qu'il le ramène en France. C'est intéressant, je vous dirai pourquoi tout à l'heure dans la circulation des savoirs, pour qu'il le ramène en France où il va être par la suite entreposé par le comte Molé, ministre de la Marine de la Restauration, et ces cartes auront une destinée que j'évoquerai dans la conclusion. Alors, troisième personnage, quand Dayo quitte Saigon en 1795, donc il est remplacé par un autre breton, le troisième breton, Philippe Vanier, qui est le plus cher à mon cœur, celui-là, parce que j'ai trouvé pas mal de choses sur lui, puis qu'il est assez attachant pour d'autres raisons. Il est né à Locmariaquer le 6 février 1762. Il est entré dans la Compagnie des Indes, puis dans la Marine royale. Et finalement, bon, classique, il s'engage dès 1788, alors que Pignot est encore en France. Il va servir de garde du corps un petit peu à Pignot. Et c'est lui qui va organiser la flotte annamite avec ses deux compatriotes, que je peux appeler la flotte annamite nouveau modèle, hein, en transposant d'autres périodes. Il commande plusieurs navires. Le plus important est la corvette Fangfeu, le Phénix, 26 canons, 300 hommes d'équipage. On a vu que Chéniaud commandait un autre vaisseau, donc sur 3 vaisseaux de guerre à l'européenne qui sont créés dans des conditions sur lesquelles je reviendrai, eh bien 2 sont commandés par des Français. Vanier devient mandarin de seconde classe à 2 parasols, avec une garde de 50 hommes, et il épouse une princesse annamite chrétienne, Madeleine. Bon. Il rentre en France en 1825, etc., avec Chéniaud. Le quatrième personnage, donc, que j'aimerais présenter, c'est pas un breton, c'est l'exception, c'est Victor Olivier de Puymanel, qui a été anobli au Vietnam sous le nom d'Olivier, pour des raisons linguistiques sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Il est né à Carpentras, dans une famille de petite noblesse. Lui, autre exception, il a commencé par être dans la marine royale, puis il est tenté par une vie aventureuse et finalement il déserte lorsqu'il est en rade de Poulo Condor et il va se retrouver au service de Nguyen pour faire sa carrière. En 1790, il est placé à la tête de l'artillerie et des fortifications, avec pour adjoint le volontaire Théodore Lebrun. Il élève aussitôt à Saigon une gigantesque citadelle. La citadelle, voilà. Donc, une citadelle, c'est Saigon, avec la fortification du centre. Alors, c'est une citadelle, gigantesque citadelle, dit-on, conçue suivant les principes de Vauban. Saigon était la capitale provisoire à ce moment-là. La cité était entourée d'une enceinte jalonnée de forts. Et Nguyen Han va demander à Puymanel de lui construire toute une ville à l'européenne. Alors bon, j'ai pas le temps, mais il y a également l'urbanisme à l'européenne qu'il faudrait développer, dit colonial. L'urbanisme géométrique qu'on voit sur la... Bon. Et donc, Puymanel va multiplier les citadelles dans les provinces qui étaient reconquises sur les Taïsan, dont une gigantesque citadelle à Dien Can, que l'on voit encore aujourd'hui à 10 km à l'ouest de Nha Trang, dans la région centrale, et qui est assez curieuse parce qu'il y a les murailles à la Vauban, et puis il y a des portes comme la cité interdite à Pékin, vous voyez, c'est les portes à la vietnamienne. Donc dans la pierre, c'est aussi un espace d'acculturation. Alors il traduit des planches de l'encyclopédie
sur les fortifications pour le compte de Nguyen Han, et il va donc élever des écoles pour instruire également l'armée. Alors, je n'ai peut-être pas le temps de trop développer. Il organise des arsenaux, des ateliers pour la fabrication de fusils, de canons, de mortiers. Donc, c'est quelque chose qui est... En 1793, par exemple, il propose également à Nguyen Han d'envoyer un ballon pour jeter des matières incendiaires sur la ville de Quy Nhon, qui était tenue par les Thaïsans. Et finalement, Nguyen Han repousse ce projet, car, dit-il, il est trop coûteux en vie humaine de civils. Si on se fie vraiment à cette anecdote, donc le droit des gens, c'est devenu quelque chose qui est un principe universel en cette fin du XVIIIe siècle, là aussi. Donc, le temps tourne, donc voilà 4 personnages qui ont bien des points communs, outre leur origine bretonne. Ils sont jeunes, ils ont une expérience poussée de la navigation, ils ont une implication très forte avec la Compagnie des Indes, à l'exception de Puymanel, et ils ont le goût du risque. Alors on les classe comme aventuriers, en rupture avec leur milieu d'origine. J'en suis beaucoup moins sûr, et je pense qu'il faudra réviser également ou tout au moins interroger cette épithète. Alors ils possèdent tous un savoir qui est en rapport avec les moteurs de la modernité militaire, l'artillerie, soit de campagne, soit embarquée sur des navires de ligne, la fortification, la manœuvre et la cartographie. Ce sont des savoirs qui, à partir de la Renaissance, se sont progressivement délocalisés pour être érigés en modèles. Alors, ils sont sortis du domaine réservé des États, dont parlait hier, par exemple, Martina Serra, pour les cas de l'espionnage. Donc, ils sont sortis pour devenir un objet universel d'échange. Alors, échange suppose une contre-valeur. Alors, quelle est la contre-valeur qu'on a en échange? Alors, une petite citation quand même dans les archives du Fonds des missions étrangères à Paris, là, à la Croix des Petits Champs. Il y a cette lettre qui est intéressante, qui est envoyée par un missionnaire. Nguyen Han a réussi à faire avec ses cochins chinois seuls des vaisseaux à l'européenne. Il a commencé par défaire pièce par pièce un vieux vaisseau qu'il avait acheté. Il l'a refait avec tant d'adresse qu'il est plus beau qu'auparavant. Ce premier succès l'a encouragé à en entreprendre un neuf, dont il est venu à bout. Depuis, il en a construit 2 autres. Alors évidemment, il attribue à Nguyen Han ce qui est l'objet évidemment des ouvriers. Hein. Ces 4 vaisseaux lui feraient honneur partout. Il les fait avec une grande célérité. Ils ne sont pas plus de 3 mois sur le chantier. Ils sont même souvent moins. Cependant, ils ont une belle grandeur et portent les uns 26 canons, les autres 36, en fait des frégates. Hein. Ils ont chacun plus de 300 hommes d'équipage. Le vaisseau, le Phénix, dont je parlais, commandé par M. Vanier, qui a pour second M. Renon, l'Aigle, par M. de Forsan, un autre français, et le Dragon volant, donc le Longue-Feu, par M. Chéniaud. Le vaisseau La Perle, qui vient d'être lancé à l'eau, sera commandé par le roi lui-même. Vous voyez le mécanisme. Hein. Alors, il faut maintenant interroger la notion de courtier, qui suppose la présence d'un intermédiaire dans une transaction à dominante commerciale. La singularité peut venir du fait que cet intermédiaire est un religieux, donc Monseigneur Pignot de Behaine, en la personne duquel se réalise, dans un article récent sur les prémices de la conquête coloniale, dont je donnerai la référence pour l'Indochine, donc. Alors, cet article traite, M. de Pignot de Behaine, de l'union du goupillon et des capitaux. Hein, vous voyez, le terme est joli. Alors, la perspective dans laquelle je me place ici, c'est pas du tout celle de l'histoire connectée, hein, qui ne m'intéresse pas trop. C'est l'histoire connectée, ça rencontre conjoncturelle de trajectoires individuelles ou collectives en un lieu donné. Bon, ça peut avoir de l'intérêt, mais c'est pas du tout la perspective dans laquelle je me place. Je me place dans la perspective plutôt d'une histoire impériale, où il s'agirait de comparer des situations locales particulières pour dégager des traits communs qui permettrait de les relier à un système global d'interprétation qui est donc soit le paradigme de la domination, de la dépendance, de l'échange, de la compétition, etc., etc. Donc, dans la situation qui nous intéresse ici, celle du transfert de modèles d'apprentissage et d'organisation, main-d'œuvre, discipline, cadre régimentaire, dessin, et de transfert technologique dans le domaine militaire depuis les métropoles européennes, écoles militaires, manufactures d'armes et leurs appendices, comptoirs,
vers les territoires contrôlés par une entité indigène extérieure. Le cas de la Cochinchine, d'ailleurs, n'est pas une nouveauté, si on la compare, puisqu'on est renvoyé aux origines, finalement, de la colonisation, avec la rencontre entre Samuel de Champlain, 1603, et le chef montagnier Anadabijou, où en échange de fusils, pour combattre les Iroquois, évidemment, Samuel de Champlain proposait lui aussi la conversion, avec les récollets dont on parlait hier. Voilà, donc il y avait aussi un mécanisme d'échange qu'on retrouve finalement, le commerce de fourrure, là c'est un autre type de commerce, le transfert de technologie militaire et la perspective eschatologique, la conversion qu'on retrouve là. Alors, dans le cas de la Cochinchine, ici, c'est la défaillance de l'État, donc l'État central, la France, qui amène les missions étrangères, qui sont bien implantées dans le sud-est asiatique, je n'ai pas le temps de développer, là j'y vais à grands traits, eh bien, elles vont reprendre et étendre le rôle qui ont été le leur, finalement, dans toute l'histoire de la colonisation moderne. Alors, il y a la conversion de Chéniaux, qui est intéressante, puisqu'il va épouser une princesse anamite, mais c'est un personnage très très religieux, Chéniaux, là aussi j'avais des éléments à apporter, mais une princesse anamite chrétienne. Bon. Alors, deuxième aspect, le commerce. Alors, il faut voir que la contrepartie de l'aide militaire, il faut voir que tous ces personnages qui ont une compétence militaire sont aussi des personnages qui ont une compétence commerciale. Alors ils ont tous des traites sur Macao, ils ont sur les maisons de commerce de Macao, de Manille, de Malacca, de Pondichéry, de Chandernagore, de Port-Louis. Donc ils ont un réseau extrêmement développé. Alors on a un mélange de guerre et de commerce. Ils ont les deux casquettes. De commerce de guerre, on est dans le cadre toujours du mercantilisme, bien sûr, et de guerre au commerce, d'une certaine façon, et aussi de commerce de guerre, puisqu'ils ont des traites pour transporter des munitions, des armes, mais aussi pour transporter des produits commerciaux. Par exemple, quand Olivier de Puymanel va mourir en 1799 d'une maladie, eh bien, il était à la tête d'un bateau qui transportait un chargement d'arec. L'arec, c'est un produit végétal de l'Indochine, qu'il allait vendre pour son compte à Macao. Donc, il ne faut pas oublier qu'en même temps, c'est un grand mandarin. Donc, vous voyez, le mélange est tout à fait intéressant. Alors, il meurt de maladie au retour de ce périple, il n'a que 31 ans. Alors, est-ce qu'il y a autre chose au-delà du commerce et de la perspective eschatologique? Est-ce qu'il y a une dimension stratégique? Alors là, je rentre dans l'historiographie, je n'ai pas le temps de développer, mais il faut voir qu'on a une historiographie lourde là, avec cet épisode, puisque tous les tenants de la colonisation française par la suite ont dit c'est les prémices. Donc ils ont projeté rétrospectivement le procédé de domination colonial du Second Empire colonial, ils vont le projeter rétrospectivement. Et puis l'historiographie vietnamienne, les Tan Coi, l'historiographie nationale vietnamienne, elle va dans un premier temps faire l'impasse totale sur la présence, c'est-à-dire que seul Nguyen Han peut devenir par ses propres moyens, etc., etc. Moi, faisant l'impasse sur ce processus de modernisation précisément militaire. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, Donc je passe. Disons que en France, par exemple, André Salles, le biographe de Chéniaux, il s'insurge contre l'idée que la poignée de volontaires engagés au service de Jialong ait pu constituer une avant-garde de la colonisation française en Asie. Donc il s'insurge contre une vieille historiographie coloniale. Et du côté vietnamien, c'est le personnage de Nguyen Han qui est contesté. Il n'est pas contesté, mais on hésite puisque c'est l'unificateur du Vietnam, donc précurseur de Ho Chi Minh, d'un certain point de vue, mais attention, qui arrive à combattre une révolte populaire. C'est un peu plus compliqué. Je passe, je vous donnerai les références. Alors, à l'époque, si on revient, donc il faut revenir au contexte.
Si on revient dans le contexte, on s'aperçoit qu'incontestablement, il y a, oui, des perspectives stratégiques pour la France en Asie, mais des perspectives qui ne sont pas actives, qui sont passives. C'est-à-dire que le seul véritable empire en Asie, c'est l'empire britannique, le seul impérialisme, et donc tous les projets consistent à combattre l'empire britannique. Mais on combat l'empire britannique, pas de façon directe, de toute façon on n'a plus les moyens depuis la guerre de 7 ans. Par contre, on va le combattre en soutenant des princes indigènes. Alors 2 épisodes, 2 ans avant la réception de Nguyen, enfin du prince Khan en l'occurrence, eh bien on avait reçu Tipu Saïb. Tipu Saïb qui était le prince, le sultan du Mysore, d'ailleurs sultan usurpateur, qui était un peu le fer de lance de la lutte contre la Compagnie des Indes orientales anglaises dans la péninsule indo-chinoise. Et Tipu Saïb reçoit un nombre tout à fait important de Français, des soldats perdus, des soldats sans cause, qui, je vais bientôt terminer, je voudrais terminer par ça, des soldats perdus qui vont donc proposer également, qui vont servir de courtiers de la révolution militaire. Je développerai, là aussi, j'ai pas trop le temps, ça passe vite, c'est pas croyable. Donc, le dernier point, c'est le mécanisme. Alors, les projets vont être en quelque sorte unifiés sous Charles de Camp, qui était gouverneur à l'époque napoléonienne des établissements français des Indes. Et dans les papiers de Caen, c'est plus de 200 volumes, c'est à la bibliothèque municipale de Caen, justement, et c'est vraiment tout à fait important. Et dans ces volumes, on en trouve plusieurs qui concernent la Cochinchine. Et là, il y a des mémoires, dont une allusion aux cartes de Dayot, mais je passe. Le troisième élément, c'est le phénomène, et je termine là-dessus, Brian, excuse-moi, j'ai été un peu long, sur l'acculturation. Alors l'acculturation avec ce costume de Chéniaud, ce portrait de Chéniaud qui est assez intéressant aussi, parce que c'est un portrait tout à fait naïf. On ne reprend pas, on n'a pas c'est pas les canons du portrait qu'on a en France. Il a une tunique, en fait il a un costume particulier, voilà le costume traditionnel de l'armée avant la modernisation. Donc selon le nombre de parasols, c'était la hiérarchie. Il y avait également l'histoire des étendards que portent les soldats, tout ça a été supprimé. Chéniaud, alors il porte par rapport au costume traditionnel, donc il porte une tunique à col droit qui est boutonnée sur le devant. La robe adamite qu'on a vue dans l'autre a été raccourcie, elle a été ouverte. On trouve 6 boutons auxquels correspondent 6 brandebourgs horizontaux qui sont terminés par des floches de soie, des éléments symboliques. Alors ce costume-là qu'il porte, c'est le costume que Jialong va généraliser dans son armée. Les manches de la tunique par rapport aux vêtements traditionnels sont ajustées, alors que c'est beaucoup plus large évidemment. Elles sont rehaussées de rouge, à la fois sur le col et au parement, avec une ceinture en écharpe de soie bleu clair. Alors il y a l'épaulette, il porte une épaulette, là aussi c'est une nouveauté, une épaulette sur l'épaule droite, une épaulette à graines d'épinard, l'épaulette classique. Alors cette épaulette, elle a été à graines d'épinard, c'est celle qui a été généralisée dans l'armée française par l'ordonnance de 1779. Puis De Castres l'avait introduit dans la marine par sa grande ordonnance du 1er janvier 1786. Mais dans la marine, l'épaulette se portait à gauche. Là, il la porte à droite. Alors, c'est symbolique aussi, ça veut dire simplement qu'il a un grade donc, marqué par l'épaulette dans l'armée annamite, dans l'armée vietnamienne, mais par contre, ça veut dire qu'il ne prétend pas du tout à un grade équivalent dans l'armée française. Donc, il ne perd pas du tout Donc, il la porte de l'autre côté. Alors, il est coiffé à la cochinchinoise avec un turban noir qui est noué à l'ancienne mode, ce qu'on appelle à oreille de chat. C'était le bonnet traditionnel des paysans du delta du Mékong, qu'on a. Et il tient en main un brevet impérial
je ne sais pas si vous voyez, mais qui est tout à fait important, un brevet impérial, et c'est ça qui lui confère la dignité de mandarin. Alors il est à la fois marquis, Hao, il a un titre de noblesse, comme Vanier, comme Dayo d'ailleurs, qui avait le même titre. Il est Tangtai Hao, c'est-à-dire marquis de Tangtai, qui était une localité dans les environs de Hue. Il possède aussi à côté des titres militaires. Par exemple, il a été successivement Kaodai, c'est-à-dire capitaine de compagnie. On va retrouver un peu les grades qu'on a. Puis après, il a été Kai-ko, c'est-à-dire commandant de régiment. Puis il va finir Shuanko, c'est-à-dire général de régiment. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais les grades correspondent à ceux qui connaissent bien le problème de la hiérarchie militaire, tout à fait aux grades qu'on a équivalents dans l'armée européenne. Donc voilà. Alors j'aurais pu prendre d'autres représentations de Dayo ou Vanier, mais c'est des portraits européens, donc ça présente moins d'intérêt que celui-là qui présente véritablement l'acculturation. Je conclus. Le transfert dont il a été question ici, donc qui est à la fois technique et culturel, s'insère dans des relations de pouvoir, c'est ça qui fait la spécificité, qui ne sont pas du tout celles qui vont être dans le cadre de la colonisation ultérieure. Alors il faut se garder de toute projection rétrospective et réductrice. Ce qui est en cause ici, ce n'est pas une relation de domination, mais une relation d'équilibre entre pouvoir indigène et transfert donc européen, une relation d'échange. Alors, deuxième élément, il faut s'interroger sur le processus de modélisation qui est en œuvre. Des savoirs et des réalisations qui avaient été consubstantiels de la révolution militaire, la fortification, la cartographie, etc., et qui avaient changé totalement la face des armées occidentales, sont transposables ici dans un univers non occidental. Ils sont opérationnels dans la mesure où ils transforment le cours de l'histoire. Ils sont opérationnels à la fois pour les pouvoirs indigènes récepteurs, mais aussi pour le groupe vecteur du transfert. Dans un contexte historique de décrochage, alors c'est un contexte particulier puisque la France, le centre, n'est plus opérationnel. Donc décrochage par rapport aux fonctions occupées dans la société originelle, eh bien ce décrochage est favorisé d'ailleurs par les événements de la Révolution française, par la suite. Le groupe humain des capitaines de vaisseaux va utiliser les missions traditionnelles de la colonisation moderne, évangélisation et commerce, pour trouver une nouvelle raison d'être au service d'un prince qui utilise les ressorts symboliques qui ne sont plus ceux de sa société d'origine, le prince étant de Guyenne Han. Ce faisant, les acteurs du transfert connaissent également une mutation intime. Je n'ai pas eu le temps d'insister justement sur les problèmes de nature culturelle, donc qui vont de nature culturelle ou intime par le mariage, etc., qui vont leur conférer une nouvelle personnalité. Mais les savoirs mobilisés échappent largement au processus initial d'échange de l'Europe vers l'Asie pour revenir à leur lieu d'origine avec des visées d'utilisation toutes différentes, à la fois de connaissance et de domination. Par exemple, l'Atlas des côtes de Cochinchine, que j'ai pu qu'évoquer, puisque voilà, cet atlas qui a été modélisé lorsque le comte Molé, ministre de la Marine de la Restauration, l'a formalisé sous le nom de pilote de Cochinchine, eh bien, c'est dans ce fond que vont puiser, sous le Second Empire, les militaires qui vont faire la vraie conquête de la Cochinchine. Mais là, on n'est pas dans le cadre de la conquête de l'Indochine. Voilà, merci.